Chers téléspectateurs, bienvenue sur EBC de la division de la langue française. Aujourd'hui donc, sur notre programme, nous accueillons Yves-Marie Stranger. Je suis située chez lui pour avoir un entretien parce qu'il est un écrivain et traducteur anglais-français. Il a écrit ce livre appelé « Un galop en Éthiopie ». On va discuter toutes sortes de sujets à propos de ce livre et aussi d'autres choses. Restez avec moi jusqu'à la fin du programme. Je suis Aida Galemo et voilà. Alors donc, salut Monsieur Yves. Bon. Donc, pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs avant de commencer cet entretien, s'il vous plaît? Je m'appelle Yves-Marie Stranger, comme vous l'avez dit. Je suis traducteur, interprète, parfois écrivain. Et j'habite actuellement en France, mais j'ai vécu très longtemps en Éthiopie, une quinzaine d'années. Mais je suis de passage en Éthiopie actuellement, mais je suis parti du pays pour me réinstaller en Europe il y a maintenant 7 ans. D'accord. Donc, une première question. Est-ce que tu peux me dire comment es-tu devenu un écrivain ou un auteur et qu'est-ce qui a été ton chemin vers cette publication? En plus, comment as-tu écrit ce livre, Un galop en Éthiopie? Parce que je vois ici aussi que tu l'as écrit en anglais aussi. Peux-tu un peu plus parler à propos de cette histoire pour nos téléspectateurs? Oui, alors écrivain, j'ai toujours été grand lecteur depuis mon enfance. Mais bon, beaucoup de gens sont grands lecteurs. J'ai toujours eu dans l'idée que je voudrais peut-être un jour écrire. C'est un rêve d'enfance qu'ont beaucoup de personnes, je pense. Et puis je suis venu en Éthiopie pour la première fois en l'an 2000. Et j'étais venu ici pour écrire un guide de voyage, tout simplement sur Addis Ababa, sur la ville, sur la capitale. Mais c'était une excuse pour venir ou pour aller quelque part de lointain, d'exotique, comme on veut faire un voyage lointain pour devenir peut-être quelque chose. Et j'étais venu principalement pour écrire. C'était mon idée. De nouveau, ça doit être une idée qu'ont beaucoup de gens. Et donc je suis venu en Éthiopie, un pays qui m'a fasciné, qui m'a révolté, qui m'a fait beaucoup de choses tout de suite, positives, négatives. Et puis je suis retourné chez moi après 2-3 mois ici dans la capitale à tenter d'écrire ce guide. J'ai essayé d'écrire un premier livre donc en anglais sur cette expérience qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais été publié. Et puis ce n'est que plus tard, ayant écrit un court texte mais pas destiné à être publié, c'était juste un carnet de voyage, de notes, pris dans le sud de la France, alors que je faisais un voyage à cheval. C'est un récit que j'ai amené avec moi en Éthiopie, quand je suis revenu vivre et travailler ici un an plus tard. Et c'est peut-être 2 ans après ça, j'étais avec un ami qui écrivait aussi. Et donc on s'est échangé nos textes. Et c'est lui qui m'a dit, mais c'était un très bon ami, un Djiboutien, Mohamed, qui est plus tard devenu conseiller à l'ambassade de France. Et il a lu ce texte et il m'a dit, mais vraiment, ça ne devrait pas être dans un tiroir. Et donc je l'ai proposé à un éditeur. Et le premier éditeur à qui j'ai proposé ce texte m'a répondu du tac au tac, bien, je vous le publie. Alors maintenant, Yves, parlons de ton livre que tu as traduit aussi en français, qui s'appelle « Un galop en Éthiopie ». Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, fournissant des informations utiles sur la culture de l'Éthiopie? Car je sais vraiment que tu connais l'histoire et la culture éthiopienne, parce que j'ai aussi lu ce livre, et j'ai distingué qu'il y a des sous-titres, comme on appelle « Injera » par exemple, beaucoup de sortes, Tchigral, ce sont des mots et des langues en amharique. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tout cela? Peux-tu un peu élaborer? Oui, alors ce texte, ce livre qui est un petit livre, qui est relativement court, un petit livre de poche, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai pu tenter de comprendre de l'Éthiopie pendant 15 ans, 20 ans, depuis que je m'intéresse à l'Éthiopie. Et bon, 20 ans, c'est une période très longue, donc on a le temps de ne pas comprendre du tout.
de comprendre un peu, de comprendre qu'on n'a pas compris du tout, de repartir à zéro et de se fourvoyer, de trouver des réponses. Et donc, vraiment, ce texte, c'était ma tentative, étant retourné en Europe, d'analyser, de voir un petit peu ce qui m'avait fasciné. Parce que bon, l'Éthiopie est un pays qui fascine, qui a fasciné bien des écrivains, bien des voyageurs depuis toujours. Et c'est un pays qu'on dit souvent être très compliqué, très difficile, qu'on ne comprend pas, qui est incompréhensible. On se fourvoie. Je me suis fourvoyé, je me suis perdu, j'ai cru comprendre, je n'ai pas compris, j'ai compris peut-être quelques petites choses. C'est comme la langue amharique elle-même, que je peux pratiquer, que je parle, plus ou moins. Mais bon, je fais toujours des fautes, j'ai toujours un accent très fort, et je n'arrêterai jamais de l'apprendre. Et donc ce texte, voilà, c'est ma tentative de comprendre ce qui fascine et pourquoi, et de comment fonctionne le pays Éthiopie et les Éthiopiens. D'accord, Yves. On va passer à parler à propos de cette selle, mais avant ça, j'aimerais bien te demander une autre question. J'aimerais bien aussi, tout à l'heure, tu m'avais dit aussi, comme j'étais venue, tu m'as parlé que tu as écrit 2 autres livres et tu m'avais envoyé aussi, tu les as traduits, Un train en Éthiopie, Ménélik, lancement du Ménélik. Ça aussi, ça a un lien avec l'histoire éthiopienne. Alors, as-tu des choses à ajouter, à mentionner sur ça? Oui, alors ça, ce sont des très beaux livres de Hugues Fontaine, qui est écrivain, photographe, qui a donc composé ces très beaux ouvrages, donc avec beaucoup de documents photographiques d'il y a un siècle, pour ce qui concerne Un train en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, avec des textes composés d'Hugues Fontaine, d'autres écrivains, parfois, dont moi-même. D'ailleurs, j'ai écrit un chapitre d'Un train en Afrique, donc sur toute l'histoire du train du Djibouti à Addis Abeba, du chemin de fer éthio-djiboutien. Et donc, c'est un ouvrage que j'ai en plus traduit en langue anglaise. Et puis, en ce qui concerne le Ménélik, de nouveau, c'est un ouvrage qui contient beaucoup de photographies, de documents, de lettres, de cartes d'époque, du règne donc, de l'empereur Ménélik. Et là, par contre, je n'ai fait que la traduction, et puis j'ai un peu chapeauté la traduction de la traduction en amharique, parce c'est aussi également sorti en langue amharique. Et donc ça, c'est des beaux ouvrages, et des ouvrages sur l'histoire éthiopienne qui sont vraiment, je pense, essentiels aussi. D'accord, Yves. J'ai découvert, avant aussi, je te connais, tu avais des écuries ici vers le nord de l'Éthiopie, tu avais des chevaux et tu as une longue histoire, je sais. Et tu peux me parler un petit peu de cette selle, de cette ceinture. Parle-moi un petit peu, et pour les téléspectateurs. Alors, les chevaux, bon, évidemment, déjà, pourquoi un galop en Éthiopie? Parce que moi, la première fois que je suis venu en Éthiopie, je suis allé à Sululta, je suis allé à Debri Libanos. Alors, à l'époque, Sululta, c'était 3 baraques. Il n'y avait rien. Entre Addis Abeba et Sululta, il n'y avait rien. Il n'y avait que des herbages, il n'y avait rien. Et puis, c'était la saison des pluies. Tout ça était plus ou moins inondé d'eau. Ces beaux plateaux très, très verts qu'on connaît en partant par là, sur la route du Gojam. Et j'ai ce souvenir très, très fort d'avoir vu plusieurs cavaliers au galop, donc des cavaliers au romeau, avec les pompons rouges sur la selle, au niveau des harnachements. Vraiment quelque chose de très, très beau. Je me suis dit, wow, c'est quelque chose, ça. Et étant revenu, donc voilà, plus tard, à un moment, je me suis dit, mais je vais me lancer là-dedans. Et donc, j'ai acheté des chevaux, j'ai commencé une écurie, j'avais une 15aine de chevaux, et j'ai fait des randonnées à cheval. Donc, en partant de Sululta, on partait à Menegashasuba, à la forêt. On partait jusqu'à Debri Libanos. On est parti jusqu'à Goatzion. Donc, une semaine de randonnée à travers Debri Libanos, après Gebri Guracha, jusqu'à le Nil bleu, superbe, jusqu'à Angober aussi. Et donc pour ce faire, j'avais une 15aine de chevaux, une écurie, des selles, tout ça, etc. Et trouver des selles, c'était toujours très très compliqué. Et puis je travaillais avec les artisans locaux,
qui travaillent très 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 bien. Par exemple, ça, c'est un travail que j'ai fait faire localement, hein, sur des plans que je leur ai donnés. Hein, si vous avez déjà pu voir des chevaux sur les hauts plateaux éthiopiens, vous aurez remarqué que très souvent, ils ont des cicatrices aux jambes, parce qu'ils les attachent avec des cordes. Et ça leur scie les jambes. Voilà. Alors, on peut entraver les chevaux. Alors ça, c'est une très très belle entrave. Donc c'est comme ça. Hein. C'est une entrave dite américaine. Vous pouvez le porter comme un collier autour du cou du cheval. Et puis quand vous vous arrêtez et qu'il y a un peu d'herbe, eh bien, au lieu d'attacher votre cheval, vous avez votre cheval qui est entravé, qui peut manger. Donc ça a été fait à Korechatera, dans le mercato, là où ils travaillent, tout ça. Enfin bref, donc je faisais beaucoup de travail avec eux. Et puis un jour, il y a un des marchands qui m'appelle et qui me dit il faut venir voir des selles que j'ai, tout ça, j'en ai. Et puis je dis d'accord. Il me dit non, mais il ne faut pas venir exactement au magasin, le magasin est trop petit. Alors moi, je me dis qu'est-ce qu'il veut me montrer? Donc je vais chez lui, et j'arrive, et chez lui, il avait une montagne de sel, littéralement, hein, qui faisait 2 mètres de haut, 2-3 mètres de large. Et c'était ça. Et il en avait des dizaines. Des dizaines. Il en avait 72. Exactement. Et puis il me dit, ce monsieur, Ato Odgetu, il me dit, voilà, j'ai acheté un lot à l'armée à un moment, il y a 10 ans, tout ça, et c'était les selles de l'armée impériale. Donc ça, c'était les selles de la garde impériale à l'époque d'Haïlé Sélassié. Et ça faisait 40 ans, 50 ans qu'ils étaient dans un tas, quelque part, au fond d'un hangar. Et donc, il m'a vendu le lot entier. Ils n'étaient pas comme ça. Hein. Ils étaient desséchés, racornis, cassés. Je les ai réparés, graissés, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des réparations hein, locales. Hein, tout ça, là, etc. Superbe. Tout ça, c'est ajouté localement. Et donc, ce sont des selles que j'ai utilisées pour mes randonnées pendant 6-7 années. Poursuivons notre entretien. Maintenant, de plus, j'aimerais bien te demander quelle est l'histoire, en général, de ces écuries-là qui sont en dehors d'Addis Abeba. Donc, comment tu les as mis en place pour que tes chevaux soient être connus de plus par les gens et bien faire des randonnées, tu m'as dit, à Menagesha. C'était seulement à Menagesha qui venaient ces touristes ou ces gens qui vivaient à Addis Abeba? Tu peux un petit peu parler? Alors, en ce qui concerne les balades, c'était beaucoup de gens d'Addis Abeba qui venaient faire des tours, que ce soit là, dans les hauts plateaux, à Menagesha, à Sulta, ou aussi à Entoto. Donc ça, c'était des tours de 2 heures, une demi-journée, une journée peut-être. Et après, quand on faisait des randonnées, beaucoup plus lourdes à organiser, c'était des randonnées d'1 semaine, voire plus, avec camions Isuzu, tentes, cuisiniers, du personnel pour monter les tentes, pour s'occuper des gens. Donc vraiment, c'est une grande organisation. Et ça, c'était des gens qui venaient de l'extérieur, exprès pour faire du cheval en Éthiopie, sur les hauts plateaux. Donc des Allemands, des Français, des Anglais, Argentins, Américains, vraiment toutes sortes de personnes qui sont venues exprès pour ça. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, moi dès que j'ai vu les hauts plateaux et dès que j'ai vu les cavaliers du coin, je me suis dit bon, c'est ça qu'il faut faire. Et alors comment est-ce que j'ai commencé ça? J'ai acheté un premier cheval, par hasard. Je connaissais quelqu'un qui savait que je faisais du cheval, parce que j'avais commencé à jouer au polo à Jan Meda, et une personne voulait vendre son cheval, elle m'a dit, vous voulez acheter ce cheval? Et j'ai acheté ce cheval. À l'époque, j'habitais à Abo, près de Mécanissa. J'ai installé une écurie dans ma cuisine. J'avais une cuisine traditionnelle dehors, donc j'en ai fait une écurie. J'ai rempli une de mes chambres à coucher de bottes de foin. Et donc j'ai gardé ce cheval chez moi. Et je sortais le week-end pour faire du cheval. À l'époque, on pouvait sortir d'Addis à cheval très très bien.
Et puis j'en ai acheté un deuxième, et puis un troisième, et puis 2 selles, et puis 3 selles. Donc c'était une époque peut-être où bon voilà, à 10 c'était beaucoup plus petite, les choses allaient plus lentement, hein, donc c'était peut-être plus facile. Mais j'ai vraiment fait pas à pas, en achetant un cheval par-ci, par-là. À l'époque, on pouvait acheter un cheval entre 2 et 5 000 beurres. Maintenant, ça peut être, je pense, jusqu'à 80, 100 000 beurres. Donc les temps ont changé. Et voilà, donc j'ai commencé vraiment pas à pas. Hein, voilà, comme ça. D'accord, Yves. Alors, comment décris-tu tous les livres que tu as écrits? Je sais maintenant si tu es en train d'écrire un autre livre. Ils sont remplis d'analyses et d'informations, toutes de l'histoire éthiopienne, l'origine. Comment, en fait, tu as pu écrire ces récits historiques éthiopiens? Comment est le commencement de cette histoire? Alors, le commencement, c'est un guide touristique que je suis venu écrire il y a 23 ans sur la ville d'Addis Abeba. J'arrive à Addis Abeba sans savoir où je mets les pieds. L'été, mais c'est la saison des pluies, comme on le sait, une chose que je ne savais pas vraiment. Addis, il y a 23 ans et aujourd'hui, ce n'est pas le même univers. Hein, c'est plus simple, c'est plus petit. Mais bon, il y a toujours cette culture très très complexe. Moi, je parle bien sûr pas un mot d'Amérique. On parle beaucoup moins anglais à cette époque-là. Il y avait 2-3 endroits où on pouvait utiliser l'Internet, à part les grands hôtels internationaux. Et donc voilà, je passe l'été à arpenter la ville à pied, à essayer d'écrire des choses. Parce que je devais écrire des petites notices touristiques sur les musées, les hôtels, les parcs. Alors il y avait peu de choses sur quoi écrire. Aujourd'hui, ce ne serait pas la même chose. Mais donc voilà, donc mon abord du pays, ça a été de tenter de décrire, alors un texte un peu bête, c'est du tourisme superficiel, mais en même temps, voilà, ça me force à passer l'été entier à marcher, parce que voilà, je traversais la ville à pied tout le temps, pour trouver tout ce qu'il fallait. Et je commence de là. Et donc, quand je reviens de façon assez inattendue, c'était une coïncidence que je revienne, parce que je n'étais pas parti pour rester là, je reviens donc 6 mois plus tard, pour juste un an, et je reste 15 ans, voilà, ce n'était pas prévu. Et peu à peu, voilà, je commence à pratiquer l'amérique, je lis tout ce qui me tombe sous la main, en anglais, en français, sur le pays, je parle avec les gens, je m'intéresse beaucoup à la culture, à l'histoire, et peu à peu, donc j'accumule des savoirs. Et puis, disons, dans la même veine que la façon dont je traversais la ville à pied, c'est ce que m'a permis le cheval aussi après, même si c'est toujours lié au tourisme, très bien, dont j'ai fait mon gagne-pain, donc c'est très très bien. Ça m'a amené de nouveau à parcourir le pays. C'est-à-dire que j'allais dans les marchés équestres, hein, il y a des très beaux marchés équestres ici, près de Debreberan, Gabiakotou par exemple, etc., des choses comme ça. Djida, derrière un toto. Et donc j'allais là-bas, j'achetais des chevaux, et après pour faire ces treks jusqu'à Goatsion, des endroits comme ça, il fallait que je parte le faire seul. Et donc je partais ou à cheval, ou souvent à pied, et j'arpentais tout ce territoire et je rencontrais les gens avec qui donc je discutais, je parlais, qui m'accueillaient parce que j'étais à cheval ou j'étais à pied, ce qui leur semblait assez normal. Et ça m'a aidé à vraiment, enfin j'aime penser que ça m'a aidé à comprendre le pays à un niveau vraiment très pratique, très concret. Donc c'est un mariage des livres et d'une expérience concrète qui m'a amené à écrire des livres tels que celui-ci. Voilà. J'ai entendu aussi que tu m'as même dit que tu as fait des expositions à l'Alliance éthio-française. Est-ce que tu peux nous mentionner des choses sur ça? Oui, alors j'ai fait une expo à l'Alliance française il y a 3 ans. C'était 45 panneaux d'1,50 m sur 1,20 m
Et l'idée étant que c'était donc l'expo s'appelle le syllabaire abyssin. Et l'exposition est basée sur les 33 fidèles principaux du syllabaire abyssin ou du fidèle, du syllabaire gueuse. Il y en a 33 principaux, déclinés vocaliquement 7 fois, donc ce qui fait je ne sais pas quoi, 260 et quelques ou quelque chose comme ça. Et donc sur chaque panneau, on a un fidèle. Donc imaginez un panneau donc 1,50 m sur 1,20 m. Donc on a chaque fidèle, mais qui est formé par des lettres latines en français qui racontent une histoire d'un personnage historique éthiopien, et donc qui est entouré également sur un texte anglais. Et donc on avait un mariage des 3 langues que je pratique, et de 3 langues qui sont importantes à Addis. Et c'est une expo qui était très bien reçue. On avait fait une présentation au début. Alors, malheureusement, elle a été un peu écourtée pour cause d'un certain virus qui est venu mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Et donc c'est une expo que j'espère refaire à Addis Abeba, probablement l'année prochaine, pour que vraiment le public puisse la voir et qu'elle puisse rester un moment. Tiens, Monsieur Yves, je viens de voir que dans ton livre, je l'ai lu aussi, je t'ai dit tout à l'heure, c'est un galop en Éthiopie, il y a la cire, l'or et le poney abyssin et tout et tout. Donc, ce sont des mots en amérique qu'on appelle sam et werk menamen. Est-ce que tu peux l'expliquer de plus, s'il te plaît? Oui, alors bon, c'est un très vieux thème qui est bien sûr Semana Work, qui est connu de tous les Éthiopiens et qui a été beaucoup utilisé, qui est toujours beaucoup utilisé par les Éthiopiens comme par les étrangers. D'ailleurs, il y a un livre très célèbre de la fin des années, du début des années 60, publié peut-être en 1960, je crois, de Donald Levine, qui s'appelle comme ça, et qui cherche à expliquer comment en Éthiopie, il y a toujours... Donc, la cire et l'or, c'est la figure de la cire perdue, c'est-à-dire c'est une façon de faire des bijoux, et donc on fait couler l'or dans un moule, et ensuite on fait fondre la cire, ou l'or fait fondre la cire qui est jetée, donc on appelle ça la technique de la cire perdue, en anglais. Et on dit, les Éthiopiens disent souvent que c'est une clé pour comprendre la langue amharique, voire même le comportement et la culture éthiopienne, surtout des hauts plateaux, qui est qu'on dit des choses, mais souvent il y aurait donc l'interprétation évidente, ce serait la cire, la surface, et que donc caché au sein de cette expression, il y aurait l'or, c'est-à-dire ce qu'on veut réellement dire. Et donc, par là, les Éthiopiens, quand ils utilisent cette formule, ils veulent dire à quel point l'Éthiopie ne se livre pas tout de suite. Il faut interpréter, il faut comprendre, il faut étudier, tout comme on pense comprendre l'amharique, et puis non, on ne comprend pas du tout parce qu'on a compris l'inverse de ce qu'il fallait comprendre. Donc voilà pourquoi la cire et l'or, et bien sûr le poney abyssin. Pour moi, c'est ça, parce que si vous voulez, c'est que le poney abyssin, moi, c'est-à-dire que, alors ça me sert à la fois de cheval de Troie, parce que le poney abyssin, pour moi, c'est un outil pour tenter de comprendre l'Éthiopie, pour me déplacer dans l'Éthiopie, et en même temps, parlant et écrivant, expliquant cette histoire, quand on lit entre les lignes, et on peut comprendre, du moins je l'espère, on peut trouver une certaine clé de compréhension de l'Éthiopie à travers cette image du poney abyssin. Et donc le poney abyssin, c'est la cire et l'or pour moi. C'est le bijou que j'ai fait, que j'aimerais avoir fait, qui permettrait de révéler certaines vérités au sein de l'Éthiopie. Oui, alors il y a peut-être qu'une chose que je voudrais rajouter, parce que voilà, moi j'arrive là pour écrire un guide touristique. Après,
je débute une entreprise de tourisme équestre, et puis bon, je fais d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et alors, donc, c'est pas tout à fait de l'ethnographie, hein, parce que je suis pas ethnographe, moi. Si je suis quelque chose, c'est un cow-boy, hein, qui a tenté de trouver sa route comme il a pu en Éthiopie. Mais bon, voilà, je lis ces livres, j'étudie, j'apprends la langue telle que je le peux. Mais peut-être ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui est aussi intéressant, et bon, peut-être personnellement, mais ça peut être vrai pour tous, c'est que la compréhension, ou du moins la tentative de compréhension de l'Éthiopie, m'a grandement facilité, finalement, la compréhension du pays dont je venais moi. C'est-à-dire que je vous ai dit tantôt, voilà, je suis parti il y a 7 ans, et puis quand je suis reparti chez moi, ça faisait 15 ans que je n'avais pas été là-bas, et donc j'avais passé 15 ans à tenter de comprendre un objet ou des gens qui m'étaient étrangers. Et du coup, quand je suis retourné chez moi, l'Éthiopie, finalement, c'était devenu mon quotidien, et c'est la France et l'Angleterre qui m'étaient totalement inconnus. Et donc, à travers cette tentative de penser l'Éthiopie, que j'ai abouti ou pas, hein, voilà, on tente, je crois que ça m'a donné énormément de clés pour tenter de comprendre ma propre culture ou là d'où je venais. Et c'est ça, finalement, c'est cet échange qui, pour moi, bon, personnellement, très intéressant. Et une chose que je dis souvent, c'est que l'Éthiopie, voilà, parce que voilà, moi, j'ai pas fait d'études, voilà, tout ça, et l'Éthiopie m'a permis d'apprendre à penser. Voilà. D'accord, Monsieur Yves. Donc, pour terminer notre entretien, as-tu un message, n'importe quel à propos, parce qu'il y a des gens qui veulent être auteurs ou écrivains comme toi, as-tu des choses à transmettre, s'il te plaît? Oui, il ne faut surtout pas le faire. Il vaut mieux jouer au loto. Alors, bon, il faut le faire si on en a envie. Si on en a envie, non, voilà. Voilà. Qui c'est qui disait, il y avait un auteur américain qui disait, oui, tout le monde a un livre en eux, Dieu merci, ils le gardent, ils ne l'écrivent pas. Bon, je ne veux pas être trop cynique, mais bon, voilà, écrire, c'est une activité de très longue haleine, très ardue. Voilà, il vaut mieux jouer au loto parce qu'être publié, surtout de nos jours, c'est vraiment une gageure. Et puis, encore pour écrire, encore faudrait-il avoir quelque chose à dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, est-ce que c'est mon cas? Je ne sais pas. Voilà, mon livre est très petit, très court. C'est peut-être parce que voilà, j'ai pas tant de choses que ça à dire. Alors, oui, moi j'ai voulu écrire depuis l'âge probablement de 10-11 ans. J'ai été publié pour la première fois à l'âge de 30 et quelques, hein, donc en 2005. Bon, voilà. Je continuerai probablement à écrire des choses ici ou là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc, merci vraiment, Monsieur Yves Marie Stranger, pour avoir accepté cet entretien et de votre disponibilité. Et merci. Donc, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre entretien avec Yves Marie Stranger. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Donc, on vous souhaite une bonne journée et voilà, au revoir de ma part. C'était Moïda également avec le programme et au revoir.